Bien, merci beaucoup. Bienvenue à toutes et tous pour cette conférence. Donc, nous sommes très heureux, avec l'association Place au débat, de recevoir Laureline Fontaine, qui a répondu très rapidement à l'invitation qui lui était lancée dans un contexte, vous imaginez effectivement qu'elle est extrêmement sollicitée autour de cet ouvrage qui va donc nous occuper, la Constitution de Maastricht, anatomie du Conseil constitutionnel. Alors, Laureline Fontaine est professeure de droit public et de droit constitutionnel à l'université Sorbonne Nouvelle. Elle est aussi l'animatrice d'un blog, Le droit de la Fontaine, où vous trouvez des tas d'analyses, mais aussi mille et une curiosités de Laureline qui en a énormément. Et puis, c'est un membre de la doctrine. Elle écrit beaucoup sur le droit, la vie du droit. Alors, moi, j'ai rencontré intellectuellement Laureline en 2012 autour de la publication chez L'Extinso d'un petit ouvrage sur qu'est-ce qu'un grand juriste. Je trouvais que la proposition était intéressante pour l'historienne de la pensée juridique que je suis, et l'ouvrage était très intéressant et assez critique aussi sur l'évolution de la place des juristes, finalement, dans la société, dans la cité et dans le débat public. Il y avait cette idée quand même d'une perte de place des juristes qui ont occupé le terrain et puis qui progressivement sont un peu repliés sur eux-mêmes. Et du coup, elle met en pratique cela dans son dernier opus, c'est-à-dire que c'est vraiment une proposition qui ne concerne pas que les juristes. Laureline ne parle pas qu'aux juristes pour le coup. On aura l'occasion certainement de l'interroger sur le choix de publier chez un éditeur engagé, parce que ce dont il va être question finalement ici, c'est d'une espèce d'engagement sur le droit et les institutions. Qui aime bien châtie bien. Laureline Fontaine aime le droit constitutionnel et aimerait manifestement que le Conseil constitutionnel fasse du droit constitutionnel. En réalité, je crois que c'est de cela dont il va être question. Donc je vais lui céder la parole et nous l'écoutons, et puis ensuite nous aurons la possibilité d'interagir avec elle. Merci beaucoup Laureline, je te cède la parole. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, partant du principe qu'en effet, à partir du moment où j'ai publié cet ouvrage, dans l'ensemble, j'essaie de répondre à pratiquement toutes les sollicitations qui me sont faites, puisque ma démarche était effectivement celle-ci, c'était de mettre sur la place publique ce sujet-là, de faire du Conseil constitutionnel un sujet d'intérêt général, un sujet d'intérêt public, puisque mon constat était quand même que depuis quelques années, on parlait pas mal du Conseil constitutionnel entre nous les juristes, que étaient soulevées régulièrement certaines incuries du Conseil constitutionnel, je dis incurie plus qu'insuffisance, mais que finalement, dans l'espace public plus large, qui n'est pas constitué que de juristes, eh bien, il y avait une sorte d'idée assez fréquente qui était que finalement le Conseil constitutionnel fait partie de nos institutions et fort heureusement puisqu'il est le gardien de nos droits et libertés, il est là pour s'assurer que oui, la Constitution est parfaitement bien respectée et que donc finalement on n'a pas beaucoup de choses à craindre de l'exercice du pouvoir. Or, ça n'est pas complètement ce qui me semblait ressortir des analyses que je pouvais en faire, mais au-delà de quelques tribunes qui étaient parues ici et là, écrites par des professeurs de droit un peu plus grincheux que les autres, finalement, il n'y avait pas, on n'arrivait pas à sauter le pas de « Ah, mais qu'est-ce qui se passe au Conseil constitutionnel ?» Et donc, c'est l'idée de ce livre qui, à la fois, alors je vais revenir sur ce qu'est le Conseil constitutionnel, hein, bien sûr, mais qui, à la fois, contient, il me semble, pas mal de développement de fond, hein, d'analyse de fond, qui contient des éléments de technique juridique aussi, mais qui est vraiment à destination d'un public très large, pour qu'il puisse se saisir ensuite de la question. Alors, s'en saisira-t-il? Je ne peux pas encore complètement le dire, mais en tout cas, c'est le but.
Et donc je réponds à la question déjà d'Anne-Sophie Chambaud sur le choix de cet éditeur, qui, oui, à certains égards, est assez engagé en faveur de eux. Leur credo, c'est une forme de radicalité de la critique. Hein, c'est vraiment ça l'idée. Cet éditeur est apparu avec quelques autres à un moment où beaucoup d'intellectuels faisaient le constat que le monde éditorial et médiatique donnait une place très très importante à des propos dont l'absence de radicalité conduisait peut-être à une euphémisation trop forte de la critique. Et donc, quelques éditeurs sont nés pour dire il y a place, sans doute aussi, pour une critique plus radicale. Et alors, est-ce qu'on peut la dire principalement de gauche? J'ai un petit peu de mal avec ce qualificatif. Je crois que, en réalité, c'est un peu plus large que ça, même si souvent c'est plutôt une critique de gauche, il est vrai. Et on va dire que cet éditeur a fait un pari réussi, puisqu'en effet, il y a place pour cette critique radicale, il y a un public pour cette critique-là, qui occasionne souvent un renouvellement, en tout cas une ouverture vers une autre forme de pensée. Et donc, voilà, ça m'a paru intéressant de leur proposer cet ouvrage, et on va dire que notre accord intellectuel s'est fait presque immédiatement. Donc voici pour le cadre posé. Alors le sujet, le propos. Donc j'y parle du Conseil constitutionnel, qui est cette instance qui a été créée en 1958 avec la Constitution de la Ve République, et dont le rôle initial, je crois que c'est dit un peu partout, était de s'assurer que le Parlement, que le général de Gaulle souhaitait quand même pas mal temporiser, eu égard à ces dérives des Troisième et surtout de la Quatrième République, donc pour faire en sorte que le Parlement ne puisse pas empiéter sur le pouvoir d'action de l'exécutif, un pouvoir d'action qui était élargi de manière inédite en 1958, puisque vous avez peut-être entendu parler d'une distinction faite par les articles 34 et 37 de la Constitution entre la loi et le règlement, en ce sens que la Constitution réserve un domaine au pouvoir réglementaire, à l'abri du pouvoir législatif, et ça c'est théoriquement inédit dans la mesure où, justement, théoriquement, le pouvoir réglementaire est toujours subordonné au pouvoir législatif. Là, on dit, non, il va y avoir des cas où le pouvoir réglementaire n'est pas subordonné au pouvoir législatif, en ce sens qu'il a la priorité sur le pouvoir législatif. Et le Conseil est chargé de s'assurer que le Parlement respecte bien cette organisation des pouvoirs, et lorsqu'il est tenté de faire une loi dans ce domaine réservé, alors on peut dire « Ah, attention, ça n'est pas possible », on fait appel au Conseil constitutionnel qui, en quelque sorte, reroutera le domaine des dispositions en disant « Non, effectivement, ça n'appartient pas au domaine de la loi, mais bien au domaine réglementaire », ce qui peut supposer parfois, du coup, que le pouvoir réglementaire modifie une disposition qui se trouve dans une loi qui a été adoptée antérieurement à 58 ou même parfois postérieurement, et on va demander au Conseil de déclasser la loi. Ça, c'est le rôle initial du Conseil constitutionnel. Et puis, en 1971, François Luchaire, qui était un professeur de droit et qui était alors membre du Conseil constitutionnel, fait remarquer lors d'une délibération que, à l'étranger, il existe des cours constitutionnels dont le rôle est tout autre que celui assuré par le Conseil constitutionnel français, qui est de vérifier que les lois, et plus largement le pouvoir exécutif, pouvoir administratif, même s'agissant par exemple de la cour allemande, ne portent pas, ne violent pas les droits et libertés qui sont inscrits dans le ou les textes constitutionnels. Et François Luchaire fait remarquer qu'ailleurs, donc, les cours constitutionnels ont ce rôle de gardien
des droits et libertés, et qu'il serait peut-être intéressant que le Conseil commence à envisager autrement la mission qui lui a été confiée en vertu de l'article 61 alinéa 1 de la Constitution, qui consiste à appliquer, à opposer, hein, c'est comme ça souvent que je le présente, à opposer aux législateurs et donc souvent au gouvernement qui est à l'origine de la loi, eh bien, la parole de la Constitution. Et dans la Constitution, eh bien, il n'y a pas que des règles de procédure, même si d'ailleurs, au passage, il faut souligner que les règles de procédure ne sont pas des règles de pure forme. Elles existent parce qu'il y a eu une réflexion historique souvent longue, par exemple sur le pouvoir de délibération, sur la notion de délibération de la loi, qui implique qu'on dise qu'il faut du temps pour voter la loi, qu'il faut des procédures qui permettront effectivement la confrontation des différents intérêts, etc. Donc qui aboutissent à des procédures formelles, mais qui sont en réalité la traduction de fond. Et puis, il y a des textes ou des références dans les textes à d'autres règles, principes et valeurs dont la portée est beaucoup plus grande pour les individus et la collectivité. Et notamment, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle le préambule de la Constitution de 1958 fait référence. Donc, il faudrait élargir le spectre de contrôle du Conseil constitutionnel et ne plus limiter sa mission à celle de chien de garde de l'exécutif, comme on aime à rappeler souvent cette expression, et comme d'ailleurs certains journalistes encore aujourd'hui emploient cette expression, mais par une forme de retour ironique des choses, j'y reviendrai tout à l'heure. Et cette remarque, j'allais dire, est performative à l'époque de François Luchaire, puisque, confronté à une loi politiquement très contestée à l'époque, une loi prise à l'initiative du ministre de l'Intérieur de l'époque, dont l'objet officieux était surtout de permettre ou d'empêcher les activités d'une association ouvertement marxiste, l'association de la Société des Amis de la Cause du Peuple, je vais y arriver, donc qui limitait, qui restreignait la liberté d'association, en ce sens que il y a une distinction entre dire que on peut s'associer librement et ensuite les autorités compétentes pourront exercer un contrôle de la manière dont l'association s'est constituée, de son objet et de son activité qui pourrait les conduire à dissoudre l'association. Donc une distinction entre cette forme-là de réglementation des associations, qu'on dit libre, on constitue librement les associations, et le fait de dire qu'au moment où l'association se constitue, elle peut faire l'objet d'un contrôle préalable pour que l'autorité puisse dire bah non, cette association ne peut pas se constituer. Et là, on dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de liberté d'association, mais une capacité d'association qui est conditionnée par un contrôle de l'autorité administrative. Et c'est ce que souhaitait faire donc la loi en question. Le Conseil constitutionnel décide de censurer la disposition au nom d'un principe qu'il trouve dans le préambule de la Constitution de 1958, qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme dont je parlais tout à l'heure, mais aussi au préambule de la Constitution de 1946, qui a été gardé par le Constituant en 1958 et qui contient un certain nombre de règles et principes à vocation sociale. Et il va très loin dans, on va dire, la novation, puisqu'il dit, eh bien, dans ce préambule, il fait référence à une notion qui est celle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, sans que le préambule dise d'ailleurs de quoi il s'agit. Il dit, voilà, il y a les principes fondamentaux, et le Conseil décide que parmi ces principes fondamentaux figure la liberté d'association telle qu'elle résulte de la loi de 1901. Et donc cette liberté est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, dit le Conseil, et puisque la loi qui nous est soumise eh bien, viole ce principe, il y a lieu de déclarer qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. C'est un peu le point de départ de mon livre où je dis que finalement, voilà, la légende allait pouvoir naître du Conseil constitutionnel, ça y est, enfin la France allait avoir une justice constitutionnelle comparable
à celle qui était née dans d'autres pays en Europe avant elle, dès les années 20, en Tchécoslovaquie, en Autriche, et puis surtout au sortir du Second conflit mondial, en Allemagne, hein, l'institution de la Cour date de 1951, en Italie aussi, c'est un peu plus tardif, mais après la Constitution de 1948, et puis ensuite tous les pays européens vont s'y mettre. Alors, à cet endroit, je rappelle que le Conseil constitutionnel est un organe qui est composé de 9 membres, auxquels s'adjoignent, le cas échéant, les anciens présidents de la République, en vertu d'une disposition statutaire figurant à l'article 56 de la Constitution. Donc on a 9 membres nommés, 3 par le président de la République, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale. Ces 9 membres ne doivent pas, en vertu de la Constitution, avoir de qualité particulière. C'est-à-dire que les autorités de nomination nomment absolument les personnalités qu'ils veulent, sans condition ni d'âge, ni de sexe, ni de compétences, ni de qualité quelconque. Je dis de qualité quelconque parce que quand on fait un peu le tour du monde, les cours constitutionnels et suprêmes, il y a souvent des énoncés du type il faut que les juges se soient fait reconnaître par leur probité, leur qualité de juriste, enfin peu importe, il y a tout un tas de formulations, leur honnêteté, parfois on voit, c'est un peu la même chose que probité, donc il y a tout un tas de formulations comme ça qu'on retrouve, qui n'existent pas réellement en France. Donc il y a une liberté de nomination, et vous allez voir que pour la suite c'est assez important. Donc et ces 9 membres donc, ont ce pouvoir de dire si la loi est conforme ou non conforme à la Constitution. Alors pendant très longtemps, ils ont eu ce pouvoir au moment de l'adoption de la loi et avant son entrée en vigueur, c'est ce qu'on a appelé le contrôle a priori, c'est-à-dire avant que la loi n'entre en vigueur, et à partir du moment où, pour les lois ordinaires, le Conseil était saisi par des autorités désignées par la Constitution. Alors, qui sont les autorités qui peuvent saisir le Conseil? Pendant longtemps, ça a été les mêmes autorités que celles qui nomment, plus le Premier ministre. Et puis, à partir de 1974, on a ajouté un groupe de parlementaires, ou 60 députés ou 60 sénateurs, ouvrant ainsi la saisine du Conseil à l'opposition. Et ça a été quelque chose d'important parce que du coup, sur le moment, les saisines se sont multipliées. Et puis, en 2008, on a ouvert le contrôle de constitutionnalité de la loi aux lois qui étaient déjà entrées en vigueur. Donc c'est le fameux mécanisme dit de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, où, à l'occasion d'un procès, eh bien, un justiciable peut soulever l'inconstitutionnalité de la loi qui va lui être applicable, qui va être appliquée en tout cas pour résoudre le litige. Et si le juge devant lequel l'inconstitutionnalité est soulevée estime que la question est sérieuse, eh bien, il doit transmettre la question à sa juridiction de référence, donc soit le Conseil d'État s'il s'agit d'un litige d'ordre administratif, soit la Cour de cassation s'il s'agit d'un litige d'ordre judiciaire, et l'une ou l'autre de ces juridictions, à leur tour, estime si la question est sérieuse et elles transmettent ou non au Conseil constitutionnel. Si la question est transmise, le Conseil a 3 mois pour statuer et il peut être ainsi conduit à abroger une loi ou une disposition d'une loi qui est en vigueur déjà depuis de très nombreuses années. Donc ça a ouvert le champ du contentieux et ça a participé encore plus à dire que le Conseil constitutionnel était donc véritable gardien des droits et libertés puisqu'il pouvait désormais intervenir même indirectement à l'occasion de procès là où la contrariété de la loi à des droits et libertés pouvait être mise en cause. Alors, à ce stade, peut-être simplement dire que
ce qui différencie le Conseil constitutionnel, par exemple, de la Cour allemande, c'est très important, qui a développé une culture constitutionnelle très importante, c'est le fait que devant la Cour allemande, il existe ce qu'on appelle un recours individuel, un recours constitutionnel qui permet à tout individu de saisir directement la Cour. C'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui permet à un individu de saisir directement la Cour d'une atteinte portée à l'un de ses droits fondamentaux, que ce soit par la loi, le règlement, l'administration ou le juge. Et ça, c'est très très important, parce que ça conduit en fait à diffuser le contrôle de constitutionnalité dans tous les espaces de la société. Et ça n'existe pas en France, parce que la QPC n'est pas comparable à cette procédure, même si elle tend à s'en approcher. Bon. Alors à partir de là, ma démarche a été de partir du principe que la justice constitutionnelle, aujourd'hui, fait partie de ce qu'on appelle un standard de l'état de droit. C'est un standard de l'état de droit. Elle est promue par toutes les institutions internationales, et notamment par les institutions européennes, institutions de l'Union et institutions du Conseil de l'Europe. Et il y a même une commission au sein du Conseil de l'Europe, la commission de Venise, qui, lorsqu'elle a été créée en 1990, a eu en charge spécifiquement d'assister les pays de l'Est entrant dans le cercle des Européens de l'Ouest dans leur transformation constitutionnelle, et notamment en instituant une justice constitutionnelle, donc comme symbole de l'état de droit retrouvé dans ces différents pays. Ainsi, les institutions ont eu à comparer les systèmes en Europe et à développer des normes quant à la bonne justice constitutionnelle, entendez, celle qui assure que nous sommes bien dans un état de droit. Ça, c'est très important, parce que c'est les critères que posent les institutions européennes, mais avec elles, la doctrine, partout la doctrine en droit constitutionnel, eh bien, sont des critères liés à ce que j'appelle des conditions dans lesquelles la justice est rendue, faisant que la justice, dans un système politique, peut être qualifiée de véritable contre-pouvoir. Un contre-pouvoir, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais si on s'en tient peut-être aussi à certaines analyses originelles de Montesquieu, qu'on les transpose au XXe et XXIe siècle, on peut s'apercevoir qu'un contre-pouvoir, c'est le fait d'opposer un pouvoir à un autre pouvoir, un pouvoir d'une nature différente. Parce que si un pouvoir s'oppose à un autre pouvoir mais qu'il est de même nature, eh bien, ils tendent à se confondre. Donc il faut un contre-pouvoir, par définition, est un pouvoir d'une nature différente. C'est ce qu'ont compris d'ailleurs très tôt les Américains, qui ont institué un système dit de freins et contrepoids, où le Parlement s'oppose à la présidence, et inversement, sachant que dans le système, il y a aussi une cour, la Cour suprême, qui est encore un autre type de pouvoir, et qui va opposer quoi aux deux autres? Qui va leur opposer le droit, la parole du droit. La parole du droit constitue un contre-pouvoir à la parole politique, incarnée via les élections par le Parlement et via la responsabilité s'agissant du pouvoir exécutif. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc on ne peut être un contre-pouvoir que si on oppose, je le répète, à un pouvoir une compétence ou un autre pouvoir, donc d'une nature fondamentalement distincte. Et à partir de là, pour que la justice soit un contre-pouvoir, elle doit répondre elle-même à certaines conditions. Et en fait, c'est ce canevas que je présente dans mon livre. C'est-à-dire que je mets en avant les différentes conditions pour que la justice puisse être considérée comme un véritable contre-pouvoir. Et j'applique
ces différents critères au Conseil constitutionnel. Voilà la démarche. C'était long pour en arriver jusque-là, mais je crois que c'était nécessaire pour vraiment resituer le contexte général. Et donc, à partir de là, mon propos est très simple. Si on dit que pour constituer, alors peut-être que j'ai oublié une petite chose, pour constituer un pouvoir dans le cadre d'un régime démocratique, puisque par chance, nous croyons encore à la vertu du régime républicain et démocratique, eh bien, ça signifie que la justice, de toute façon comme le Parlement ou comme la présidence, ne doivent pas suivre d'autres règles que celles de la démocratie et de la République. Donc si on veut un contre-pouvoir, enfin si on dit qu'un contre-pouvoir, que la justice comme contre-pouvoir dans un pays démocratique existe à partir du moment où le juge est impartial, ou fait preuve d'impartialité, plus exactement, donne toutes les apparences de l'impartialité. Si on dit qu'un juge comme contre-pouvoir dans un pays démocratique doit être un juge à l'abri de toutes sortes d'influences, et notamment de celles de ceux qui sont impliqués dans les affaires qu'il juge. Si on dit qu'un juge, comme contre-pouvoir dans un pays démocratique, doit être un juge qui respecte un certain nombre de règles déontologiques. Si on dit qu'un juge, comme contre-pouvoir dans un pays démocratique, est un juge qui motive ses décisions, ce qui le distingue d'un juge dans un pays autoritaire, et bien dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel n'est pas un contre-pouvoir dans un régime démocratique. Alors, je vais peut-être commencer par détailler quelques-uns de ces 4 éléments. J'ai dit impartialité, indépendance, déontologie, motivation. Sur l'impartialité, ça n'est pas très compliqué en fait. Ça n'est pas très compliqué, mais ce qui est très interrogeant, j'y reviendrai peut-être à la fin, il faudrait peut-être que je trouve le temps. Oui, je n'ai pas beaucoup de temps en fait. Bon. Donc la difficulté, c'est que c'est très clair à poser, mais qu'il semble que le message ne passe pas beaucoup. C'est très clair. Le juge qui doit respecter les apparences de l'impartialité, c'est le juge qui ne doit pas être lié d'une manière ou d'une autre aux intérêts de l'affaire en cours ou aux personnes qui sont impliquées dans l'affaire en cours. Voilà, c'est pas très, je le résume assez vulgairement, mais c'est assez simple. On imagine mal que, comme si je suis par exemple juge au pénal, eh bien que je puisse être le juge, de participer à la formation de jugement qui concerne le fils de ma meilleure amie. A priori, il y a un doute sur mon impartialité. Peut-être qu'au fond de moi, je suis sûre que je vais pouvoir juger en toute impartialité, mais ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est tous ceux qui vous regardent qui ne doivent pas pouvoir douter de votre impartialité. Et dans cette hypothèse, si je dois juger le fils de ma meilleure amie, eh bien, a priori, il y a un fort risque que je ne sois pas impartial. Et c'est pourtant ce qui se passe au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que le Conseil juge des lois, notamment, pas que, mais il juge des lois qui sont faites donc par des parlementaires et qui sont souvent préparées par le pouvoir exécutif, qui par ailleurs dirige le plus souvent la procédure législative. Or, qui sont les membres du Conseil constitutionnel? Eh bien, pratiquement tous, en tout cas c'est le cas aujourd'hui, d'anciens collègues de ceux qui font la loi. Et parfois même, ils sont amenés à juger de textes dans lesquels eux-mêmes, ils ont été impliqués. Alors, le dernier exemple en date fait d'ailleurs, et pour la première fois, c'est inédit, on m'a mis dans le coup de l'affaire en ce sens que, simplement, on m'a informé de cette affaire, mais fait l'objet d'une procédure devant
l'un des comités des Nations Unies. Donc c'est l'affaire de Jacqueline Gouraud, qui est ancienne ministre de la Cohésion et des Territoires du gouvernement jusqu'en mars 2022. Et dans le cadre de son ministère, elle avait été amenée à défendre une loi qu'elle n'avait pas adoptée elle-même, qu'elle n'avait pas fait adopter elle-même, mais à défendre une loi dont le principe était un peu discutable, puisqu'il restreignait le droit au recours en matière de permis de construire. Et non seulement elle avait défendu la loi, mais elle avait édicté la circulaire d'application de la loi à destination des administrations. Donc elle n'était pas neutre dans cette affaire, évidemment, vis-à-vis de cette loi. Elle entre au Conseil constitutionnel le 1er avril 2022. Ça n'était hélas pas une blague. Et quelques jours plus tard, elle participe à la formation du jugement sur cette loi. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a un double problème. C'est que non seulement les membres du Conseil constitutionnel, parce qu'ils sont presque tous des anciens politiques, et donc il faut aussi s'en prendre aux autorités de nomination, qui ne nomment que des autorités, ou presque, en tout cas des autorités qui ont presque toujours un lien avec l'exercice du pouvoir. Donc c'est la situation structurelle du Conseil, mais c'est aussi le comportement personnel des membres. Pourquoi ? Parce que dans cette situation, eh bien, un juge, s'il connaît son affaire, eh bien, doit dire simplement « non, je ne juge pas ». Moi, je me déporte, c'est-à-dire je ne participe pas à la formation de jugement. Donc, on ne demande pas à un juge d'être toujours en situation d'impartialité vis-à-vis des affaires qui se présentent. On lui demande de savoir quand il n'est pas en situation d'impartialité, et dans le cas où il l'est, donc de ne pas participer au jugement, et donc, pour l'affaire en question, de se déporter. Or, la pratique des déports au Conseil constitutionnel, si elle a évolué, c'est la réalité, elle a évolué, mais elle reste plus qu'insuffisante. Parce que, et c'est ça en réalité que je finis par pointer, c'est qu'il y a une méconnaissance absolue de la part de la plupart des membres du Conseil constitutionnel du contenu même des règles élémentaires de ce qui constitue une bonne justice dans un pays démocratique. Je prends le dernier exemple en date, c'est Michel Pineau, qui est membre du Conseil constitutionnel, qui a dit, lors d'un colloque il y a un mois, qui a dit que les opinions dissidentes, admettre les opinions dissidentes, alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, les opinions dissidentes se pratiquent beaucoup à l'étranger. On les connaît évidemment à la Cour suprême des États-Unis, mais on les connaît à la Cour européenne des droits de l'homme ou encore à la Cour allemande. C'est le fait pour un juge qui a participé à une délibération de dire en même temps que le jugement qui est rendu, s'il l'a été ou s'il n'a pas été d'accord avec la solution donnée, éventuellement avec le raisonnement qui a été mené par les juges majoritaires, et ainsi de mettre en discussion le jugement qui a été rendu, mais toujours à partir de considérations sur le droit, ce qui montre aussi que le droit n'est pas une science exacte, pour ceux qui ne le savaient pas. Ces opinions, pratiquées dans beaucoup de juridictions à l'étranger, ne sont pas à l'étranger considérées comme remettant en cause l'impartialité des juges. Pourquoi ? Parce que c'est une chose de s'exprimer comme juge et une autre de s'exprimer alors qu'on n'est pas juge. Je m'entends. Si on dit que les opinions dissidentes sont contraires au principe d'impartialité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fait pour un juge de dire quelque chose par rapport à ce qu'il a jugé, qui est lié aux considérations de droit, le met dans une situation de partialité. Donc ça veut dire que si on a jugé un jour d'une chose, on ne pourra pas juger un autre jour de la même chose. Ce qui est idiot, évidemment, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. On est amené invariablement à reparler de la même chose. Donc, vous voyez, si donc Michel Pineau dit les opinions dissidentes, c'est contraire au principe d'impartialité, c'est qu'il a tout simplement rien compris, enfin bref, pour être simple, à ce que ça signifie l'impartialité d'un juge. Donc, il y a 1000 exemples
que l'on peut pointer au Conseil constitutionnel par les différents témoignages qui montrent que clairement les membres du Conseil constitutionnel donc, ne connaissent pas les règles de la justice et en plus n'entendent pas les connaître et s'y soustraient particulièrement souvent. Alors c'est le cas pour l'impartialité, c'est le cas évidemment pour la question de l'indépendance dont on comprend qu'elle est liée ici. Puisque l'indépendance, pour un juge, alors elle se situe par rapport évidemment aux parties que l'on juge, mais aussi vis-à-vis du pouvoir. La Cour européenne met souvent en avant la question de l'indépendance du juge par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif aussi d'ailleurs régulièrement. Or, là, on est évidemment dans une situation complètement contraire, puisque là encore, on ne fait toujours que juger d'anciens collègues au gouvernement, au Parlement. Il y a même, alors ça n'est pas une spécificité française pour le coup, parce qu'on retrouve cette situation dans d'autres cours aussi, mais l'interlocuteur privilégié lors du procès constitutionnel, l'interlocuteur privilégié du Conseil, c'est le gouvernement via le secrétariat général du gouvernement, qui explique au Conseil ce qu'il y a dans la loi. Et alors, ce qui est intéressant, souvent, c'est que lorsqu'on lit les décisions du Conseil, on voit bien qu'il a bien compris ce que lui a expliqué le secrétaire général du gouvernement, c'est-à-dire que finalement, il fait sien les arguments du secrétaire général du gouvernement. Dans le contentieux sur la retraite, c'était relativement exceptionnel que le Conseil décide d'auditionner les parlementaires qui avaient saisi le Conseil. Ça arrive vraiment extrêmement rarement. Et c'est tout à fait étonnant si on y repense, parce que souvent ce sont les parlementaires qui vont attaquer la loi, qui vont dire non, la loi, on estime qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. Et pour autant, en dehors du mémoire qu'ils ont envoyé au départ, ils ne pourront pas ensuite dialoguer avec le Conseil constitutionnel sur ces questions. Et c'est le gouvernement qui souvent a défendu la loi qui sera uniquement, enfin, l'interlocuteur quasi exclusif du Conseil constitutionnel. Ce qui d'ailleurs marche à l'envers. C'est que quand le secrétaire général du gouvernement décide de passer son tour, dire non, non, cette fois je ne vais pas défendre la loi, et bien bizarrement le Conseil censure la loi. C'est quand même assez extraordinaire, notamment, je raconte une affaire dans le livre, où il y avait une disposition qui avait été adoptée contre la volonté du gouvernement, mais les parlementaires avaient réussi à se mettre d'accord, donc ils avaient fait œuvre d'autonomie, on va dire, vis-à-vis du pouvoir exécutif, donc ça avait réussi à faire adopter une disposition. La loi a été déférée devant le Conseil. Le secrétaire général du gouvernement n'a pas défendu la disposition en question et le résultat, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. C'est par des mécanismes comme ça que, effectivement, on revient aujourd'hui à cette idée que le Conseil pourrait bien être en effet le chien de garde de l'exécutif. C'est-à-dire finalement, il défend bec et ongle ce que fait le gouvernement, ce qui a été particulièrement bien illustré dans les deux décisions rendues par le Conseil le 14 avril sur la réforme des retraites et sur la première demande de référendum d'initiative partagée, où, je l'ai écrit dans une note pour la Fondation Jaurès, on croirait parfois entendre le gouvernement parler lorsqu'on lit les décisions du Conseil. Donc, problème de l'indépendance, indépendance aussi vis-à-vis d'acteurs extérieurs. Alors, j'ai un long passage, un chapitre presque entier, il me semble, sur le Conseil comme place de lobbying. C'est très intéressant parce que pendant très longtemps, seules les autorités décisionnaires faisant objet de pratiques de lobbying étaient les autorités exécutives ou législatives. Le lobbying est très faible, par exemple, à la Cour suprême comparé, alors c'est le pays du lobbying pourtant, mais très faible comparé à celui qui s'exerce depuis 25-30 ans devant le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que les grands cabinets d'affaires ont compris qu'il y avait des enjeux. Qu'il y avait des enjeux parce que les lois successives, depuis 20-30 ans, comme elles ont fait avant, mais peut-être encore plus maintenant, soit elles visent parfois à mettre des freins à l'activité économique, lutte contre l'évasion fiscale, lutte contre la fraude fiscale, des choses comme ça, qui vont imposer des obligations aux entreprises, soit
soit au contraire, les lois vont favoriser certaines activités économiques et bizarrement très souvent au détriment du respect de certains droits et libertés individuelles et collectives. Eh bien, les cabinets d'affaires ont mobilisé des avocats, mais aussi des professeurs de droit, pour rédiger des contributions qui ont été déposées devant le Conseil constitutionnel de manière, alors, sinon opaque, du moins très informelle, et de plusieurs témoignages d'anciens membres du Conseil constitutionnel ont montré que les membres du Conseil constitutionnel, souvent, eh bien, lisaient avec beaucoup d'intérêt ces contributions, beaucoup d'intérêt, au motif que quoi? Vous allez rire. Au motif qu'elles leur apprenaient beaucoup sur la loi et la Constitution qu'ils avaient à contrôler. Et j'ai un chapitre qui est sous-intitulé « La pauvreté intellectuelle du Conseil constitutionnel ». Alors je précise que je me cache en fait derrière un membre du Conseil constitutionnel, mais je m'y cache avec beaucoup de plaisir. Donc c'est un ancien membre du Conseil constitutionnel qui lui-même a employé le terme de pauvreté. Il dit « Le Conseil vit dans un climat de pauvreté intellectuelle ». Bon. Donc évidemment, c'était du pain béni pour moi. Donc je l'ai utilisé, mais c'est un peu la réalité. Parce que, et c'est peut-être un point que je voudrais aborder, et après je vais laisser la parole, parce que il y a très clairement une non-volonté de la part des pouvoirs exécutifs et législatifs de changer la situation. Je prends un exemple technique, mais pas si technique que ça. Vous regardez la Cour constitutionnelle belge, la Cour suprême d'Inde, la Cour constitutionnelle allemande, la Cour constitutionnelle italienne, la Cour suprême américaine, vous regardez que chaque juge a avec lui une équipe, que moi j'appelle parfois une équipe de choc, de 2 à 6 personnes qui sont tous des hauts juristes, des juges ou des professeurs de droit la plupart du temps. Donc, quand on dit par exemple il y a 16 juges à la Cour constitutionnelle allemande, ben en fait il faut dire 16 plus 3 fois 16 en réalité. Ça fait beaucoup. Ici c'est 9 plus 0. C'est-à-dire que les membres du Conseil constitutionnel qui eux-mêmes ne sont pas juristes, je le rappelle et j'insiste qu'Alain Juppé, lors de son audition, lorsqu'il a voulu devenir membre du Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été proposé comme membre du Conseil constitutionnel, a invoqué ironiquement son droit à l'oubli s'agissant de son cours de droit constitutionnel reçu à Sciences Po. C'est dire le sérieux dans lequel on tient l'exercice de cette mission. Mais oui, c'est tout à fait drôle de dire on va être juge constitutionnel. Bon, ça fait 40 ans qu'on n'a pas fait de droit constitutionnel et on en a fait une fois dans sa vie à Sciences Po. C'est vrai que c'est drôle, je me tape. Bon, bref. Et le résultat, on le voit dans leurs décisions. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est drôle peut-être, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et je terminerai là-dessus. 2 exemples sur la dernière décision retraite. Premier exemple, une assimilation évidemment non discutée. C'est-à-dire que ne comptez pas sur le Conseil constitutionnel pour vous expliquer pourquoi il dit ceci ou cela. Mais une assimilation entre les mesures qui ont un impact financier et les mesures de financement. Alors, si vous commencez un peu à réfléchir, vous comprendrez que ce sont 2 choses très différentes. Une mesure qui a un impact financier et une mesure de financement. Pratiquement toute mesure peut être dite à impact financier. La mise en œuvre d'une règle a souvent un impact financier parce qu'il va falloir mobiliser de l'argent pour mettre en œuvre la règle. C'est un impact financier. Une mesure de financement, ce n'est pas du tout la même chose. C'est le fait explicite de
prendre une recette ici pour l'affecter à une dépense là. C'est très différent. Je pense que tout le monde comprend à peu près la différence. Bon. Alors, non seulement le Conseil assimile les deux, n'explique pas pourquoi, mais en plus, ça a des conséquences immenses au plan de la répartition constitutionnelle des pouvoirs. Pourquoi? Vous l'aurez peut-être un peu compris. C'est que le gouvernement, pour réformer les retraites, a utilisé l'article 47.1 de la Constitution qui permet d'adopter un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'était discuté très insuffisamment de mon point de vue par les parlementaires. C'est-à-dire que pour moi, les parlementaires n'ont pas joué leur rôle non plus de contre-pouvoir dans cette histoire-là. Et j'insiste beaucoup parce que, ok, le Conseil, mais le Parlement aussi dans cette histoire a vraiment sa responsabilité. Mais, en tout cas, cette procédure-là, elle n'a pas été choisie pour rien, vous le savez, puisqu'elle permet de limiter non seulement dans le temps la durée de la délibération parlementaire, mais en plus éventuellement de se passer de vote. Puisque concrètement, nous avons ici un projet de loi qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale en première lecture. C'est quand même suffisamment important pour le dire. C'est une loi qui n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. Elle ne l'a pas votée non plus en deuxième lecture, puisqu'elle s'est contentée de rejeter la motion de censure. Et à partir de là, la Constitution dit que le texte, enfin en tout cas ça fait que le texte est considéré comme adopté, et sans vote. Bon. En dernier lieu, le gouvernement aurait même pu se passer du Parlement, puisque si le Parlement n'avait pas adopté le projet dans les 60 jours, les 50 jours, 50, je ne sais plus moi, le gouvernement aurait pu adopter le projet par voie d'ordonnance. Bon. À partir du moment où on dit qu'on peut utiliser 47.1 pour toute mesure qui a un impact financier, et pas seulement pour une mesure de financement, eh bien, on ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on dit, finalement, il suffit du gouvernement de dire « Ah, mais cette mesure, elle a un impact financier, qu'à cela ne tienne, je passe par 47.1. Et s'il y a besoin, voilà, le Parlement ne votera pas. » Après tout, c'est tout à fait normal. Bon, donc, ça c'est, et bien sûr, et je rejoins ici l'idée de la motivation, parce que le Conseil, alors non seulement, à mon avis, fait une faute de droit très, très, très importante, dont les conséquences sont extrêmement dangereuses, mais en plus, ne s'en explique pas. Ne s'en explique pas. Lisez la décision, vous ne saurez pas pourquoi. Vous ne le saurez pas. Vous pouvez toujours chercher, hein. Vous ne saurez pas. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, je vais dire une deuxième chose à propos de cette décision, mais je suis inarrêtable, donc je vous laisse la parole. Maintenant, il faut le lire, évidemment. Maintenant, j'ai fait le pitch. Bien. Merci Madame Fontaine pour votre propos qui finalement suit la trame de nombreux questionnements que nous avions. Pour poursuivre, dans quelle mesure et comment le Conseil constitutionnel pourrait-il éviter d'être influencé par le pouvoir en place? J'entends par là, comment le Conseil constitutionnel peut-il évoluer dans le futur pour renforcer son indépendance vis-à-vis du pouvoir et de la sphère politique? Directement comme ça, là. Bon, la première idée, j'en profite finalement pour dire ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un choix que l'on doit faire, mais que l'on doit faire en toute connaissance de cause. J'entends. Soit on dit finalement la justice constitutionnelle c'est ringard. Oui, il y en a qui le disent à propos de l'état de droit depuis plusieurs années, donc après tout ça ne serait pas... tous ceux qui articulent la rhétorique du gouvernement des juges sont souvent dans cet état d'esprit-là. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que souvent on dit qu'il y a trop de gouvernement des juges, mais vous savez, en fait, c'est stratégique souvent de dire ça, c'est pour éviter justement que le juge n'aille un peu plus loin, parce qu'en fait, on a peur de la parole du droit. Le politique a vraiment peur de la parole du droit, et ça doit nous interroger.
Mais alors, soit on dit que finalement, ce qui prime, c'est la démocratie procédurale, en ce sens que, une fois qu'elle a été votée par les représentants du peuple, eh bien, elle ne doit pas pouvoir être contrôlée. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, on dit à quoi sert une constitution? Je pose la question. Parce que si on ne s'assure pas qu'elle est respectée, ça interroge quand même son utilité de débat. C'est bien parce que dans la controverse qui a eu lieu dans les années 30 entre Carl Schmitt et Hans Kelsen, entre l'Autrichien Hans Kelsen et l'Allemand Carl Schmitt, l'idée c'était que la garde de la Constitution devait être confiée à un organe distinct du pouvoir exécutif, notamment du chef de l'État, pour que l'on s'assure effectivement qu'il y a un véritable contre-pouvoir. Et Carl Schmitt disait non, c'est le chef de l'État. Ok. L'histoire a donné raison à Hans Kelsen parce qu'on s'est dit c'est quand même extrêmement dangereux de confier la garde de la Constitution au chef de l'État, puisqu'on a bien vu que ça s'est extrêmement mal passé, c'était dévastateur pour l'individu. Donc on s'est dit c'est mieux de faire une cour constitutionnelle. Parce que la Constitution, comme source des droits et libertés, alors d'ailleurs il faudrait discuter sur le fond de ces droits et libertés, mais en tout cas sur le principe, eh bien, doit pouvoir être opposé au pouvoir politique qui voudrait s'extraire de ce cadre-là. Donc je fais partie de ceux qui croient peut-être dans ce sens-là à la pertinence de la justice constitutionnelle. Donc du coup, si on y croit dans ce sens, eh bien, je crois qu'il faut presque tout recommencer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais le Conseil constitutionnel, c'est bien parce qu'il y a quand même... donc il y a le contrôle par rapport aux droits et libertés, il y a la QPC, etc. » Oui, mais sauf que, comme je le dis, le problème c'est que le Conseil ne s'est jamais hissé à la hauteur de la mission, des missions qui lui ont été confiées. Et beaucoup de gens, pour le coup, disent en 2008, quand on a créé la QPC, le problème c'est qu'on n'a pas transformé le Conseil constitutionnel. Alors comment est-ce qu'il faut le transformer? Par la négative, c'est-à-dire tout ce que je raconte, il faut le renverser. Il faut dire que... alors moi je crois par contre au fait que ça serait bien d'avoir une cour, mais c'est une proposition seulement. Parce que pour moi, ça doit être une discussion collective. Moi je n'ai pas la solution. Je dis juste, voilà ce que c'est. Quant à savoir ce que vous voulez, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Mais voilà, parmi les choses qui me paraîtraient intéressantes, mais vraiment j'accepte totalement d'en discuter, c'est le fait d'avoir une cour. Alors déjà, il faudrait augmenter le nombre de juges, parce que 9 c'est très insuffisant. Supprimer la présence des anciens présidents de la République, ça je crois que plus personne... Il n'empêche qu'ils sont toujours là, alors ils n'y siègent pas aujourd'hui, mais ils pourraient tout à fait décider d'y revenir. Même si dans mon livre j'explique qu'on peut tout à fait admettre le concept de démission, qu'il y a une sorte de truc que je n'ai pas compris, c'est qu'on dit, à partir du moment où la Constitution dit que les anciens présidents sont membres à vie du Conseil, ils ne peuvent pas démissionner. Bon, c'est pareil, des fois je me demande si mes collègues sont vraiment juristes, parce que c'est quand même pas très compliqué de trouver des solutions pour ça. Donc on peut dire qu'ils démissionnent, c'est tout à fait acceptable. Donc en tout cas, les supprimer eux, ça c'est pas de problème, j'entends leur présence, c'est constitutionnel. Mais augmenter le nombre de juges et là introduire de la diversité. Enfin, je pense qu'évidemment il faudrait des juristes, pas que des constitutionnalistes, parce que ça concerne tous les domaines du droit, le droit pénal, le droit fiscal, le droit social, etc. Ce serait bien, mais des spécialistes de droit social, parce que le Conseil a un petit peu complètement oublié l'idée de constitution sociale, de république sociale. Pourtant, c'est marqué dans l'article 1er de la Constitution, mais apparemment, ça n'est pas venu jusqu'à leur cerveau. En tout cas, les décisions ne le manifestent pas, de toute évidence. Même quand on lui demande de s'y référer, il ne s'y réfère pas. Et puis, donc, mettre des juristes assez divers, mais faire attention, un juriste, c'est aussi un politique, attention. Un juriste a des idées, heureusement. Donc, ça ne garantit pas. Alors, c'est pas la même chose, une cour politique, comme je l'entends, par exemple, à propos de la Cour suprême, même beaucoup de membres de la Cour allemande ont des affiliations partisanes. C'est pas la même chose, ça, que d'avoir
une cour qui est subordonnée aux politiques. C'est pas du tout la même chose. Vraiment, il y a une distinction très forte à faire entre les deux. Mais il faut faire attention aux juristes parce que, au moins tant qu'on est dans cette situation, j'entends, est-ce que, ça fait quand même un petit moment que je fais du droit, et régulièrement je suis confrontée à la situation suivante. Oh là là, vous parlez de droit là, ah non, mais moi j'y connais rien. Donc c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez dire. Ben non. Moi je ne veux pas être toute seule à parler du droit, à dire le droit, puisque c'est quand même un objet collectif. Et donc je crois que les juristes ne doivent pas non plus imposer leur manière qu'ils ont de faire de droit. Et je ne le souhaite pas d'ailleurs parce que c'est la raison pour laquelle ça fait plus de 30 ans qu'on ne parle pas du Conseil constitutionnel dans les termes dans lesquels j'en ai parlé. Donc je me méfie aussi grandement des juristes. Non mais c'est vrai. Hein, donc du coup, je pense qu'il faudrait introduire une diversité sociale et professionnelle. Des juristes, oui, évidemment. À la fois dans les membres et dans les équipes. Donc créer des équipes. Dire chaque juge, il aura au moins 2, 3, 4 personnes à son service pour travailler, parce que c'est ça qui les rend indépendants aussi. Là, si nos conseillers avaient aussi une équipe de choc avec chacun, ils pourraient se forger leur propre opinion. Mais ils ne peuvent pas. Et comme eux, ils n'ont pas les compétences pour le faire, ils lisent ce que François Sureau a écrit pour Aéroport de Paris. Voilà, ils disent « Ah, c'est super bien, il est super intelligent, François Sureau, donc on peut lui faire confiance. » Voilà, résultat, une contribution pour ADP, je ne sais combien de contributions de citoyens, de l'ensemble des pétitions signées à je ne sais combien de dizaines de milliers de personnes, mais c'est pas grave, c'est François Sureau qui a raison. Voilà, parce que c'est ça qui s'est passé dans la décision. Donc, voilà, leur donner les moyens, créer la discussion collective. Alors après, il peut y avoir, beaucoup disent qu'il faudrait peut-être aussi allonger un peu les durées, le délai dans lequel le Conseil doit rendre sa décision. C'est vrai que comparé aux cours étrangères, on demande au Conseil de se prononcer dans un délai, alors quand c'est en procédure accélérée, c'est 10 jours, sinon c'est 1 mois. Je ne sais pas si vous avez déjà mis votre nez dans une loi de finances. C'est franchement illisible. C'est lisible. On ne comprend rien. Et pour y comprendre quelque chose, c'est-à-dire quoi? Pas seulement pour comprendre les mécanismes techniques, mais pour comprendre l'implication, ce que je vais appeler d'une manière très large, sociétale de ces mécanismes-là, il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps, de travail, de réflexion, etc. Donc c'est pas en 1 mois qu'un ou 2 rapporteurs va pouvoir faire le travail avec l'assistance du service juridique, dans lequel, c'est un truc que je ne m'explique pas, il y a un truc statutaire, je ne comprends pas pourquoi on dit il n'y a que des maîtres de conf, errance, et il n'y a pas de professeur. C'est bizarre ça par exemple. Ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, par contre, on a des professeurs de droit qui ont toujours été un peu déconseillés d'eux, mais qui ont entretenu aussi une forme de connivence avec cette manière de faire le Conseil constitutionnel qui est quand même pas souhaitable. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il faudrait commencer par l'appeler autrement. Conseil, oui, le Conseil constitutionnel, hein, voilà. C'est la raison pour laquelle beaucoup de journalistes parlent d'avis au lieu de parler de décision. Là, j'étais invitée à une émission, alors cela dit, c'est une très très bonne nouvelle, sur Public Sénat mercredi prochain. La thématique, c'est le rôle du Conseil constitutionnel, et je cite pour l'instant, je pense que ça va être autrement l'intitulé final, mais c'est comme ça qu'on a appâté, et la viabilité des avis du Conseil. Donc ça veut dire qu'on ça y est, on commence enfin à s'interroger sur Public Sénat, en plus, 45 minutes consacrées à cette question. Donc là, je vais y aller, je peux vous dire. Mais en tout cas, avis. Voilà, le terme d'avis revient presque toujours chez les journalistes. La preuve que ce n'est pas complètement intégré, c'est que c'est une courbe. C'est vrai que ce n'en est pas une. Bon, mais il faudrait changer son intitulé, changer son mode de composition, à défaut de changer le mode de nomination. Ça, c'est quelque chose qui peut se discuter aussi. Mais tous les plus hauts magistrats en France sont nommés, alors certes avec l'avis du CSM, mais bon, il y aurait peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Mais je crois que c'est surtout au niveau de la composition, des moyens qu'on leur donne, et puis ensuite d'exiger d'eux, voilà, un certain travail. Mais ça doit être aussi une exigence collective.
C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'allais dire, j'ai presque voulu court-circuiter l'université avec ce livre, en disant, bah, écoutez, visiblement, vous avez été quand même inefficace à faire évoluer le Conseil constitutionnel depuis tant d'années. Pour le dire très simplement, il y a eu des petits pas. Mais globalement, on peut dire que 60 ans après sa création, c'est quand même assez dramatique ce qui se passe. Vraiment, on ne trouve même plus aucun professeur de droit. Et le dernier qui a été professeur de droit, parce que c'était justement le professeur de droit qui avait un gros lien avec le pouvoir, puisqu'elle a été plusieurs fois rectrice, etc. Et puis d'ailleurs, on l'a sortie du Conseil pour la faire devenir ministre de la Justice. Voilà. Ça, là, c'est vraiment... c'est la fin des haricots. Donc c'est de pire en pire presque. Malgré tous les efforts qu'il se donne, ou qu'il fait pour montrer qu'il fait bien les choses. Mais la question est quand même, moi, sur la question de la rédaction des décisions, alors on commence à le dire, mais je suis désolée, on n'a pas alerté suffisamment. Moi, j'ai été quand même souvent surprise de me dire la décision du Conseil est logique. Ah oui, excusez-moi, moi, je ne sais pas, je pensais que je savais lire, mais moi, je n'ai pas vu la logique. Mais en fait, parce que j'ai compris, je suis faussement naïve, bien sûr. La logique, c'est que, effectivement, il a sorti un principe un jour, et puis il l'applique après. Donc on dit c'est logique. Sauf qu'on ne sait pas d'où vient ce principe, on ne sait pas exactement ce qu'il signifie, on ne sait pas pourquoi il l'applique, enfin, quand je dis pourquoi il l'applique, on ne sait pas pourquoi là, à tel endroit, ça s'applique, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, enfin, il n'explique rien, vraiment, il n'explique rien, mais il fait semblant. Et il parle, et c'est la qualité qu'il a pour le coup, c'est que quand même il sait rédiger en ce sens qu'il sait rédiger pour tromper l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évidence qui ça coule. On dit, ah ben oui, pourquoi la loi est contraire à la Constitution? Eh bien parce qu'elle dit ce qu'elle dit. Donc c'est contraire. Oui, d'accord, ok, très bien. Ou il a une manière d'interpréter la loi, il dit la loi se borne à. Oui, mais comment on sait qu'elle se borne à? Et vous allez nous expliquer en quoi ce qu'il y a dans la loi, ça veut dire se borne à. Et ça, il ne le fait pas. Donc, je pense qu'il faut une appropriation collective de cette question. Moi, je ne sais pas si ça se règle vraiment justement avec du droit. Est-ce qu'on peut... Parce que, quand même, c'est la liberté d'un juge, normalement. Mais est-ce qu'on peut dire avec du droit comment un juge doit motiver sa décision? Je trouve que c'est presque impossible. C'est pour ça que la motivation en droit, qu'est-ce que c'est? C'est un parce que. Si le Conseil dit la loi est contraire à la Constitution parce qu'elle dit ce qu'elle dit, c'est considéré formellement comme une motivation. Donc moi, ce que je dis, c'est que c'est une motivation sur la forme, mais on comprend évidemment que ça n'en est pas une. Et alors, des membres du Conseil balaient ça d'un revers de main en disant mais vous voulez des décisions de 120 pages de la Cour allemande, une sorte de mépris, nous au moins on fait simple, c'est lisible, etc. Oui, enfin c'est peut-être lisible, mais on n'y comprend rien. Quand on peut dire on ne comprend rien, c'est qu'on ne peut faire que semblant de comprendre. C'est ce que j'ai. On m'a interrogé beaucoup là sur la décision RIP, probable tout à l'heure, là. Donc je dis, bon, a priori, il y a beaucoup de chances qu'il rejette la deuxième demande. Ok. Pourquoi? Alors, je peux expliquer par la logique, pour dire, parce que il n'avait déjà pas considéré que c'était une réforme dans le premier, comme là, il n'y a pas de changement véritable, ça ne sera pas non plus une réforme, parce que, avec le deuxième article, eh bien, il avait déjà considéré à l'automne que un changement d'imposition, c'est pas une réforme, donc là, il va vraisemblablement faire pareil, et que dans une des premières décisions qu'il avait rendues, il avait considéré comme indivisible, de toute façon, les dispositions de la proposition. Donc, ça fait 3 éléments en logique, au regard de sa jurisprudence, pour dire qu'il va rejeter. Mais est-ce qu'il nous explique pourquoi il considère que le changement d'un taux d'imposition, c'est pas une réforme? Mais non. Il n'explique pas. Bon. Pourquoi est-ce que si une disposition de la proposition n'est pas conforme à la Constitution, pourquoi est-ce qu'il n'a même pas besoin d'examiner le reste? Pourquoi? Alors,
j'essaie d'expliquer là que c'est peut-être parce que, alors qu'il le fait pour la loi, mais c'est peut-être parce qu'il a une conception de l'idée de référendum faisant que si il enlevait une disposition de la proposition, alors il se substituerait au pouvoir référendaire qu'il ne contrôle pas par ailleurs, okay. Mais tout ça, c'est pure spéculation. Et je trouve que, en réalité, c'est indigne de nous faire spéculer comme ça. On n'a pas à spéculer. On doit savoir pourquoi. Pourquoi ils décident dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et c'est pas notre job à nous que de le faire. Et c'est ça le problème, c'est que les universitaires se sont sentis investis d'un job, donc très contents. Voilà, mais moi, c'est pas ça mon travail. C'est pas d'imaginer pourquoi le conseil parle. C'est de commenter. Très bien. Très bien, merci. Alors, vous avez parlé de l'avenir et des possibilités qu'il y a pour l'évolution. J'aimerais vous parler du passé, de la genèse du Conseil constitutionnel, parce qu'effectivement, c'est quand même une instance très singulière, comme vous l'avez dit. Comment donc on en est arrivé là? Comment est-ce que dans la conception de la Constitution, dans la conception de cette instance, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu les signaux assez clairs qui auraient sans doute des soucis à l'avenir? Parce que quand on voit d'autres cours outre-Rhin ou outre-Atlantique par exemple, ce sont des cours qui sont certes éminemment politiques, mais qui effectivement sont composés de juristes, etc. Là, en faisant que le Conseil constitutionnel s'appelle Conseil constitutionnel et composé de gens qui ne sont pas juristes, ça semble assez évident qu'il allait avoir des soucis par la suite. Donc pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça? Ou moins. Alors, au moins parce que je vais procéder à un renvoi vraiment très simple, c'est que vous aurez une partie des réponses ce soir à 21h, puisque donc je fais l'émission Antoine Garapon, L'Esprit de Justice sur France Culture, avec Aurore Gaillet, qui est spécialiste de la Cour constitutionnelle allemande. Et peut-être, enfin en tout cas, on s'est accordé là-dessus, mais on verra. Elle a écrit un ouvrage qui est vraiment extra sur la naissance de la Cour allemande, sur les premières années, et elle montre très bien en quoi le contexte est très différent du nôtre. C'est-à-dire que je pense que le contexte de création est pour beaucoup dans ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, on le crée comme un chien de garde de l'exécutif. Donc, qui sont nommés en 1959 ? Eh bien, ce sont que des personnalités qui sont proches du milieu résistant du général de Gaulle, et pour beaucoup qui ont aussi une petite carrière politique. Bon. Après tout, il s'agit de protéger l'exécutif, donc après tout, c'est presque normal à l'époque. Alors, à l'époque, Charles Eisenman, qui est un grand juriste, qui est spécialiste, c'est lui qui a introduit la pensée de Hans Kelsen en France, c'est lui qui a traduit Hans Kelsen, donc lui, il sait ce que c'est qu'une cour constitutionnelle, qui a été créée dès 1920 en Autriche, et ensuite il a vu ce qui s'est passé chez nos voisins européens à la fin des années 40, donc il sait ce que c'est que la justice constitutionnelle, et il regarde d'un air assez navré les premières nominations au Conseil constitutionnel en disant que, de toute évidence, c'est pas ça qui va caractériser une institution indépendante, etc. Donc lui, effectivement, il rêve d'une justice constitutionnelle en France, mais il ne l'a pas. Alors la question qu'il faut poser à partir de là, c'est qu'il y a un contexte qui fait qu'on comprend pourquoi ça s'est passé comme ça. Et puis la mission, c'était pas une vraie mission de justice constitutionnelle au sens de contre-pouvoir démocratique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc la question est pourquoi, alors qu'il y a l'épisode 1971, 1974, ouverture de la saisine, et puis, alors, le rôle de Badinter, quand même, qui arrive à la présidence du Conseil constitutionnel en 1986, et qui entend, donc ancien ministre de la Justice emblématique, et qui entend quand même essayer de juridictionnaliser un petit peu le Conseil. Il fait quelques petites choses, mais le fait est qu'il n'y a rien qui change au niveau de la question de la procédure de nomination, au niveau des règles relatives à la composition du Conseil, et que même on va donner des missions nouvelles au Conseil en 2008 sans changer pratiquement quoi que ce soit la situation du Conseil.
Alors, à partir de ce moment-là, la question du pourquoi, peut-être ne relève pas complètement de ma compétence. Je m'entends. C'est-à-dire qu'il y a l'explication politique. Le pouvoir politique, finalement, est somme toute très satisfait de la situation. Parce qu'en effet, souvent on me dit « Ah, mais il y a eu la décision de 71, il y a d'autres décisions qui sont importantes. » C'est vrai. Et c'est peut-être la seule chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, donc je vais quand même utiliser les 10 minutes. C'est que si on regarde beaucoup les censures, moi je trouve qu'on fait fausse route. En fait, ce qu'il faut aussi regarder, et peut-être encore plus, c'est ce qui ne censure pas. C'est ce qui ne censure pas. Or, les non-censures sont infiniment plus nombreuses que les censures. Et la réponse qui consiste à dire, mais après tout, un contre-pouvoir se manifeste aussi en ce qu'il n'a pas besoin d'être utilisé. Bah, effectivement, si on raisonne comme ça, on ne se pose plus de questions. On dit, bah, de temps en temps, il censure, et on se dit, on ne se pose plus de questions, mais le Conseil profite de ça. C'est-à-dire que finalement, de temps en temps, il censure. Je vais prendre l'exemple de la fameuse loi dite anti-casseurs. Loi dite dont on reparle beaucoup en ce moment, puisque sa mesure phare pourrait être reprise dans une nouvelle loi dite anti-casseurs. Alors, mesure phare qui a été censurée par le Conseil. Alors, sauf qu'à l'époque, je me souviens très bien, je l'avais dit sur France Culture le matin, j'avais dit oui, mais attention, c'est pas le fond qui est censuré. C'est pas le fond de la mesure qui est censurée, qui permettait en gros au préfet de faire la loi chez lui et de dire bon bah toi tu manifestes, toi tu manifestes pas, toi en gros. Là, c'est pas le Conseil, il a pas dit que ça c'était pas conforme à la Constitution. C'est sur une question de procédure, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est même pas du tout la même chose. Mais peu importe, ok, il a censuré. On dit c'est super, c'est bien, bien. Mais il y a plein d'autres choses dans cette loi qui ne censurent pas et qui sont assez problématiques. Moi, je prends toujours le même exemple parce que pour moi, c'est tellement incroyable. Donc, dans cette loi, il y a un fait qui auparavant était une contravention qui devient un délit. Alors déjà, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de passer de contravention à un délit. C'est le fait de se dissimuler le visage aux abords d'une manifestation. Alors non seulement ça devient un délit, sans que le Conseil ne trouve à redire sur la question de la proportionnalité, mais en plus, ça devient un délit qui est constitué de presque rien. C'est-à-dire que c'est le seul fait de se dissimuler le visage, sans avoir aucune intention de commettre aucune espèce d'infraction autre que celle de se dissimuler le visage, qui est en soi un délit. Donc c'est extrêmement grave. En réalité, cette mesure, elle est très très grave. Le minimum qu'on puisse attendre du Conseil, c'est au moins qu'il s'explique assez longuement sur la raison pour laquelle il ne censure pas cette disposition. Et ça, des dispositions comme ça, alors je vous laisse évidemment imaginer tout ce qui est passé depuis 5 ans, un nombre ahurissant de dispositions. Donc ça m'intéresse. C'est-à-dire que moi j'ai dit oui, de temps en temps une censure, ok, c'est très bien, quand c'est justifié. De toute façon, c'est pas expliqué, mais surtout, moi, ce que je vois, c'est ce qui ne censure pas. Alors, je disais ça pour une bonne raison, mais je vais sans doute... Pourquoi je disais ça? Sur le point, est-ce qu'on n'a pas vu dériver le Conseil constitutionnel? Ah oui, voilà. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Donc, en fait, il y a eu une idée quand même bien véhiculée par le Conseil, avec d'ailleurs une similitude très forte dans le discours au sens de tonalité, mais aussi même dans le phrasé, entre le Conseil constitutionnel, la doctrine, et le monde médiatique qui a enquillé là-dessus, pour dire finalement, voilà, le Conseil est bien protecteur des droits et des libertés. Regardez, la preuve, il censure la loi de liberté d'association, il assimile la fouille des véhicules, le véhicule à un domicile privé, donc perquisition de ça, etc. Ou une décision que j'aime beaucoup par ailleurs, j'aime beaucoup la décision garde à vue de 2010, qui est vraiment, franchement, c'est une des meilleures décisions que je connaisse du Conseil constitutionnel. Ça fait pas beaucoup sur les près de 2000 décisions qu'il a rendues. Donc il y a quelques décisions qui sont vraiment intéressantes. Mais ça ne suffit pas.
à faire de lui un défenseur des droits et libertés, loin de là, loin de là. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas regardé au bon endroit. On n'a pas regardé au bon endroit, et le pouvoir politique n'a pas fait en sorte qu'on regarde au bon endroit, même si ce n'est pas un acte délibéré, complotiste, etc., ça n'a rien à voir. C'est juste que il y a même des parlementaires qui pensent que tout va bien. Bien sûr, il y a ceux aussi qui savent que c'est très bien que ça se passe comme ça. Écoutez les auditions des personnalités qui sont proposées pour devenir membre du Conseil constitutionnel, vous n'allez pas être déçus du voyage. C'est vraiment, il y a une forme de connivence-complaisance finalement. On se connaît, on est très content de se connaître, on a travaillé ensemble, donc on est confiant. Exactement comme les chefs d'entreprise qui déjeunent avec Jean-Louis Debré, qui sont très confiants dans sa jurisprudence, ainsi qu'il l'avoue dans son ouvrage. Donc voilà, il y a une espèce de discours comme ça qui est entretenu, et puis il y a implicitement, il y a une forme de, peut-être aussi de légèreté coupable de la doctrine. Quand je dis légèreté coupable, c'est que on avait tellement envie d'avoir aussi, nous, notre bonne justice constitutionnelle en France, qu'on a fait en sorte, finalement, de ne pas trop étaler au grand jour ce qui se passe. Pourquoi? Pour ne pas prendre le risque d'être accusé de gouvernement des juges, ou d'aller dans le sens de ceux qui parlent de gouvernement des juges. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait ce bouquin, c'est-à-dire que je me suis dit, il y a deux risques. Il y a le risque d'alimenter la rhétorique du gouvernement des juges et de profiter de cette critique pour dire « ah bah le Conseil constitutionnel ». Et puis, il y a un autre risque qui m'a semblé supérieur, c'est de laisser la situation en l'état. C'est-à-dire d'avoir de fait une absence de justice constitutionnelle. Donc j'ai préféré prendre le premier risque en disant eh ben, on va essayer quand même de maîtriser ça et d'être un petit peu plus intelligent que ça. Je fais confiance aux gens en général là-dessus. Et ça marche pas trop mal, au sens où j'étais finalement étonnée de ne pas avoir plus cette rhétorique-là, parce que je vois tous les médias qui m'ont sollicité, et alors moi j'ai fait le spectre tout entier, de l'Humanité jusqu'au Figaro. Je vais même voir la Nouvelle Action royaliste dans un mois. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Et finalement, je vois bien qu'il n'y a pas du tout d'instrumentalisation en ce sens. Il y en a d'autres, des instrumentalisations bien sûr, mais il n'y a pas celle-ci, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Merci. Alors, on va prendre quelques questions. Je dis quelques parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, une quinzaine de minutes. Donc, s'il y a des questions dans l'Assemblée, dans le public, je vous invite à lever la main pour faire siffler le micro. Bonjour, j'avais une question qui concernait en fait la nomination, enfin le terme où on parle de cavaliers budgétaires et de cavaliers sociaux. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de parler en fait de ces termes de cavaliers, ou est-ce que c'est juste un terme qui est désigné ce que le Conseil constitutionnel va pouvoir en fait remballer sans se faire taper sur les doigts entre guillemets? Est-ce que ça a un sens en soi? Ça peut avoir un sens en soi, bien sûr. C'est une distinction qui peut être faite, quoique je pense qu'il faudrait quand même revenir sur le fond de cette idée de cavalier. Parce que moi, elle ne me semble pas si évidente. Finalement, de dire que quand dans une loi, il y a une disposition qui n'est pas en rapport avec les autres ou avec l'objet affiché de la loi, elle n'est pas constitutionnelle de ce fait même. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est si évident que ça? À partir du moment où il y a une... sauf si on montre que les parlementaires ont ignoré cette disposition et l'ont votée avec le reste sans savoir. Mais en général, normalement, on peut présumer qu'ils savent ce qu'ils ont voté. Donc ça peut quand même se discuter. Alors, il y a d'autres arguments à l'inverse, c'est-à-dire que finalement, ça permet aussi, alors ça ne se situe pas forcément au niveau des parlementaires, mais au niveau des citoyens.
ils ont une loi qui édite ceci ou cela. Or, à l'intérieur, il y a des dispositions qui ne concernent pas ça, et donc ils vont être peut-être moins attentifs, et donc ça va les conduire peut-être à ignorer la loi, et donc les mettre dans une situation d'insécurité juridique, etc. Tout ça peut s'argumenter. Il est inutile de dire que même ça, de toute façon, le Conseil n'en a jamais parlé. Il n'avait pas esquissé cette discussion, mais elle se pose. Bon. Mais à partir de là, si à la fin d'une longue discussion, on dit, bah oui, une disposition qui n'a pas de rapport avec les autres dispositions de la loi, ou qui n'a pas de rapport avec l'objet de la loi, eh bien, n'est pas conforme à la Constitution, ça s'entend, et ça peut être utilisé donc par le Conseil constitutionnel. La problématique, évidemment, c'est comment il en fait usage. Parce qu'on comprend bien que cette idée-là, cette catégorie-là, elle est extrêmement pratique pour le Conseil, puisqu'il lui suffit de dire que telle disposition n'a pas de rapport avec l'objet de la loi, ou avec les autres dispositions de la loi, pour dire, sans même discuter sur le fond, donc c'est pas conforme à la Constitution, sans s'expliquer sur le fond. Et je donne l'exemple dans mon livre de la loi Egalim, qui à mon avis est très intéressant parce que vraiment il peut jeter le doute sur la pratique du Conseil constitutionnel, plus que ça. Puisque dans cette décision, il décide de se saisir d'office, c'est-à-dire il dit, on l'a saisi de quelques dispositions, il examine, il dit c'est conforme, c'est pas conforme, etc. En gros c'est conforme, et puis il dit mais en fait là, et il prend 23 dispositions de la loi, 23 comme ça, il ne dit pas pourquoi il choisit celle-là, il fait comme s'il avait lu toute la loi, il les énumère pas complètement, hein, c'est-à-dire qu'il fait le petit résumé à chaque fois, et il dit bah donc c'est des cavaliers, et donc c'est pas conforme. Alors on se demande parfois un peu pourquoi, parce que si on compare des dispositions dont il dit que ce sont des cavaliers avec certaines autres dispositions, quand on va lire la loi, on se dit tiens, c'est marrant parce que pourtant c'est à peu près la même chose, et là il n'a pas dit que c'était un cavalier. Bon. Donc déjà, première interrogation. Deuxième interrogation, en fait dans les 23 on se rend compte qu'il y a une disposition qui passe un peu inaperçue comme ça quand on lit la décision, parce que c'est ça l'art du Conseil, c'est de passer inaperçu. Et donc c'est de faire son œuvre tranquille, c'est-à-dire en gros, d'être, comme je dis, tout contre le pouvoir. C'est qu'on s'aperçoit qu'au milieu, il y a une disposition qui a été acquise de haute lutte, après des mois et des mois de débat. Alors, finalement, je crois que je ne le dis pas dans mon livre, on a réussi à la réadopter, cette disposition, plus tard, par une loi qui n'a pas été déférée au Conseil. Mais c'était une disposition, vous savez, sur les fameuses semences qui n'étaient pas dans le catalogue et que, en gros, on pouvait se passer de jardinier à jardinier à titre gratuit. Donc ça, c'est Val des Rétros gratuit pour le Conseil constitutionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est hors marché. Et le Conseil, il aime bien le marché, globalement. Donc, il a fait comme si ça se voit pas hein, quand on lit la décision. Ça passe inaperçu. Et il dit c'est un cavalier. Alors même que quand vous lisez le titre de la loi, vous dites ah tiens un cavalier c'est bizarre. Pourtant il m'avait semblé que ça avait bien un rapport avec l'objet de la loi. Et donc il s'ensuit. Donc effectivement, là on peut se dire qu'il y a un usage que fait le Conseil constitutionnel d'une catégorie qu'il a fait émerger, mais qui n'est pas conforme au principe même de la dite catégorie. En tout cas, c'est quelque chose qui peut se discuter. Donc ça a un sens pour lui. Oui, pour lui, ça a un sens. C'est-à-dire que ça lui permet de dire c'est conforme ou c'est pas conforme. Bien sûr que ça a un sens. Mais la question, c'est de savoir si c'est justifié. Voilà. D'autres questions? Je vais poser ici. Merci. Merci. Je ne sais pas si. Bon, enfin, moi, je t'entends. Hein. Bon, bref, je pense que tout le monde m'entend quand même. Merci pour votre présentation. Je ne vous ai pas encore lu, mais je vais bientôt le faire. En vous écoutant, ça me rappelait la phrase ou le titre de la chronique de Jean Libéraux en 80, filtrer le moustique et laisser passer
Et il parlait d'une décision du Conseil Sécurité et Liberté pour dire que le Conseil en fait avait filtré le moustique en censurant quelques dispositions, mais laissé passer une dimension de la politique pénale qui allait forcément être différente pour les libertés. Et je trouve que derrière, on retrouve finalement dans cette dimension sur la préservation des droits et des libertés cette dynamique-là. Et à chaque fois, comme vous le disiez, il fait des coups d'éclat, donc on en parle beaucoup, mais derrière, il continue à juste être un pare-feu et non pas un contre-pouvoir, pour reprendre le terme, si j'ai bien compris, puisque derrière, il ne cherche pas à influencer sous prétexte de ne pas juger en opportunité, mais il fait le strict minimum, s'assurant qu'il y a les garanties minimales pour que les recours puissent être assurés. Et la question que j'avais, et peut-être vous en parlez dans votre ouvrage, mais est-ce que vous avez pris en compte les positions du Conseil lorsqu'il a décidé de reporter les effets de ses décisions en tuant tout seul finalement l'inconstitutionnalité? Dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence, il avait censuré les dispositions en juin 2017 en estimant qu'elles ne respectaient pas donc, la liberté d'aller et venir, et il a reporté les effets de sa censure au mois suivant, c'est-à-dire à la fin au moment où l'état d'urgence allait être levé. Donc là c'est pareil, on peut quand même s'interroger sur la logique même de ce report de ces effets. Oui, j'en parle pas parce que c'est vrai qu'il aurait fallu que j'écrive un très gros livre et que finalement je me suis très peu appesantie à la fin sur c'est fort. sur la question vraiment de la jurisprudence vis-à-vis des droits et libertés. Je me suis très peu appesantie là-dessus finalement, et je parle surtout du tout le contexte. La seule fois où je parle de ça, c'est dans le cadre de l'impartialité, où je parle de la décision du QPC sur Gérard Ducret, où je dis que là, comme par hasard, donc Gérard Ducret, c'est un ancien secrétaire d'État qui avait été condamné pour harcèlement sexuel et qui avait invoqué donc l'inconstitutionnalité de la loi, qui était notoirement très mal rédigée, tout le monde le savait, tout le monde le sait, sauf que donc il a été le Conseil a jugé sa QPC, évidemment en présence de personnes qui étaient d'anciens collègues de Gérard Ducret. Et le problème de cette décision, c'est que non seulement il déclare que la loi est inconstitutionnelle, mais que, fait rarissime, il décide de l'abroger immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet différé, autrement dit, Gérard Ducret ressort libre dans cette histoire-là. C'est-à-dire la condamnation qui n'était pas définitive tombe. Et il faut tout recommencer sur la base d'une autre disposition qui n'est pas sur le harcèlement sexuel, parce que du coup, au moment où les faits ont été commis, il n'y avait pas cette disposition, il n'y a plus cette disposition, bref. Donc là, c'est problématique, parce que là, effectivement, il ne diffère pas l'abrogation dans un contexte où on peut comprendre pourquoi il ne le fait pas. En tout cas, je dis on peut comprendre, en tout cas, on peut douter des raisons pour lesquelles il le fait, de la même manière qu'on peut dire il diffère bizarrement, alors que ça n'aura plus aucun effet. Exactement, mais c'est ce que vous dites, il n'y a pas d'explication, c'est une décision qu'il prend dans ces derniers paragraphes. C'est ça. Sans motivation. Oui, j'ai vraiment 2 minutes, je suis désolée, c'est que je ne dois pas rater mon train. Donc, oui, bon alors j'ai pas lu votre livre, mais il est tard de le faire. J'ai cru comprendre aussi que vous réfléchissez sur le Conseil constitutionnel en tant que tel, mais je trouve que justement le titre, la Constitution malmenée, posait aussi la question de la Constitution en tant que telle, de la 5e. Est-ce qu'elle est aussi venue à son terme? On a entendu avec les débats présidentiels la 6e République. Qu'est-ce que vous en pensez? Que ce sera l'objet de mon prochain livre. Alors, merci Madame Aurine Fontaine pour votre intervention brillante et vos éclairages précieux sur ce sujet crucial pour comprendre l'actualité juridique actuelle. Je vous remercie également vous, public, pour votre attention et cette participation à cette conférence. On espère que celle-ci vous aura plu. Je vous rappelle également que nous organisons une autre conférence demain sur un tout autre sujet. Nous recevrons Pierre Mananti, historien et directeur de cabinet de la ministre des collectivités territoriales et de la ruralité.
et nous évoquerons la vie d'Albin Chalandon, ancien ministre de la Justice sur le gouvernement Chirac. Donc c'est pas non plus très éloigné de la thématique de cette conférence. Donc ce sera à 18h en amphithéâtre Chaule. Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informés de nos prochains événements, donc Instagram, LinkedIn et surtout YouTube où vous pourrez visionner la rediffusion de cette conférence. Merci à tous. Merci.